Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h, lundi 22 février. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La crise sanitaire a bouleversé l'exercice des professionnels en station. On verra comment le métier de pisteur secouriste s'est adapté à la fermeture des remontées mécaniques. Exemple à Manigot avec Emmanuel Jo. Et puis on partira du côté d'Albertville à la rencontre d'un habitant qui a lancé sa propre association d'aide alimentaire. Il a eu le déclic en plein confinement. Il s'est rendu compte que ses voisins et son entourage étaient bien plus dans le besoin qu'il ne le pensait. Il nous racontera son histoire au micro de Lorena Bordiec. Et on débute ce journal avec l'impact de la crise sanitaire sur de nombreux métiers corps de métier en station. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier de pisteur secouriste. Ces éclaireurs ont dû adapter leurs emplois du temps ainsi que leurs missions. Sur le domaine de Manigot, en Haute-Savoie, ils sont 2 à assurer la sécurité chaque jour, contre 5 en saison classique. Emmanuel Jo les a rencontrés. Même sans remontée mécanique, les pistes restent un terrain de jeu de choix pour de nombreuses familles et autres adeptes de sport de glisse. Un espace qu'il faut pouvoir toutefois sécuriser, forfait ou pas. Mais pour cela, il a d'abord fallu repenser toute une organisation bien huilée depuis des années. On est passé d'un domaine skiable aseptisé à un domaine finalement montagne. Donc les gens qui sont venus nous voir, eux, peuvent pas comprendre qu'il y a un changement. Ils évoluent maintenant dans un domaine qui est beaucoup moins sécurisé. Et nous, on a dû maintenir un minimum de sécurité et de prévention au sein de la station. Voilà, c'est comme ça qu'on a un peu repensé la chose. En pleines vacances de février, si le front de neige est animé, le travail n'abonde pourtant pas pour les pisteurs secouristes manigondins. Embauchés en chômage partiel, ils se répartissent la semaine, par équipe de 2, là où 5 personnes sont nécessaires 6 jours sur 7, en temps normal. On ne peut pas être plus parce que ça serait dément de dire d'avoir un service des pistes complet alors que tout est fermé. Je pense que c'est un service minimum qui correspond à la demande et puis à la réalité des choses. Pour faire simple, 230 secours la saison, une saison classique, donc une bonne activité de pisteur sur un petit domaine, Manigot, c'est énorme. Et là on se retrouve à faire 5 secours, 6 secours pour l'ensemble des collègues qui font comme moi une journée de temps en temps dans la semaine. Donc c'est dérisoire, on ne peut pas comparer notre activité à une activité normale, c'est sûr. Si certaines missions ne changent pas, à l'image de l'élaboration des plans d'intervention de déclenchement d'avalanche, les PIDA, le quotidien des pisteurs secouristes a bel et bien évolué cette année, prenant même parfois un aspect un peu plus social. On assure la sécurité en amont, la prévention, en installant des filets, des matelas de prévention pour éviter bien sûr l'accident sur ces domaines de glisse. Et puis aussi on fait malgré tout la prévention, que ce soit au poste de secours ou en patrouillant sur les pistes. On est amené à rencontrer et discuter avec certaines personnes qui désirent faire du ski de randonnée puisque le domaine est fermé à 100%. Du coup, les gens découvrent un peu l'aspect de la montagne autrement à travers le ski de randonnée. De nouvelles pratiques synonymes de nouveaux risques sur les pentes enneigées. Pour autant, bien plus que la prévention en néophyte, c'est bien le futur qui inquiète aujourd'hui cette profession, dépendant désormais autant des conditions de neige que des aides de l'État pour survivre. Et nous nous intéressons ce soir aux enjeux de sécurité et de secours sur les domaines skiables. On l'a vu dans ce reportage, dans ce contexte de fermeture de remontée, les méthodes de ski sont diverses et variées et parfois même sauvages, d'où l'intérêt de garder un œil vigilant sur les pistes. Ce soir, je reçois le président de la Fédération nationale de la sécurité et des secours sur les domaines skiables. Bonsoir Claude Jay. Bonsoir. Vous êtes également le maire des Bellevilles en Savoie. Votre association a été créée il y a une quinzaine d'années pour accompagner les communes dans le domaine de la sécurité sur les pistes. C'est une lourde responsabilité pour les élus. Alors écoutez, tous les métiers qui tournent autour des maires sont de lourdes responsabilités. Et quand on parle de sécurité sur les pistes, c'est évidemment aussi une responsabilité supplémentaire. Donc la fédération a été créée en 2010 à la demande du ministère de l'Intérieur pour réunir les acteurs de la sécurité et pour faire reconnaître la spécificité du métier surtout. Et est-ce que ça peut être une difficulté pour les maires pour gérer ce domaine ? Alors, pour les maires, si vous voulez, en temps normal, tout est parfaitement rodé, puisque tout.
Quelles sont les contraintes réglementaires auxquelles vous devez vous conformer? Je suis à l'antenne, là, je ne sais pas du tout. Oui, vous êtes toujours avec nous à l'antenne. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les contraintes auxquelles vous devez faire face? Écoutez, en ce moment, il faut faire face. Nous avons mis en place toute une organisation pour répondre à la sécurité des usagers pour les activités qui sont autorisées, c'est-à-dire que le domaine skiable, bien sûr, n'est pas dans sa configuration actuelle et il a fallu prendre un arrêté général, on va dire, de fermeture pour protéger les maires. Et si vous voulez, le principe est de tout fermer sauf ce qui est autorisé. C'est-à-dire que ça veut conseiller les maires pour agir de cette façon à ce qu'ils organisent la sécurité sur les pistes ouvertes, tout en préservant l'outil de travail habituel, tout en assurant malgré tout la sécurité générale de l'outil de travail. Et je pense en particulier à la sécurisation des remontées mécaniques et un tout petit peu aussi de la montagne en général, puisque dans cet environnement-là, il y a un certain nombre de choses qu'il faut malgré tout maintenir sécurisées à minima. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment les élus des stations ont préparé ces domaines skiables malgré la fermeture des remontées? Vous devez d'assurer un minimum syndical? Alors, les pistes ouvertes, disons que tous les circuits où il se pratique une activité organisée sont sécurisés comme d'habitude à 100% avec l'aide des services de piste, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que d'habitude, c'est-à-dire avec une ouverture des pistes, des patrouilles et une fermeture des pistes. Le reste du domaine est réputé fermé, c'est-à-dire sous la responsabilité des usagers. Au détail près qu'il faut malgré tout assurer la sécurité des matériels, on va dire, pour éviter que les coulées éventuelles ou des avalanches emmènent au détériore, par exemple, des remontées mécaniques. Voilà la différence, si vous voulez. On l'a vu dans le reportage précédent, les secouristes travaillent en sous-régime malgré l'affluence sur les pistes. Comment s'organise l'activité partielle pour les stations? Alors en sous-régime, je ne sais pas si c'est le terme. En tout cas, on a mis en place suffisamment de moyens, que ce soit matériel ou humain, pour assurer à 100% la sécurité sur les parties ouvertes. Souvent, ça se fait. Alors, je pense que tous les maires n'ont pas organisé, ou toutes les sociétés de pistes n'ont pas organisé des choses de la même façon. Mais ça se passe souvent avec des rotations parmi leur personnel, parmi les personnels. Et est-ce que vous avez pu poursuivre vos formations aux pisteurs? Alors bien sûr, puisqu'une des missions, des fonctions de l'association, la Fédération nationale des secours sur le domaine skiable, c'est aussi une part importante sur les formations. Donc ça, bien sûr, ça va se continuer en permanence. Alors vous avez été fraîchement élu président il y a 2 mois. Quelle est votre priorité au cours de ces prochains mois? C'est peut-être de remettre cet aspect de la sécurité un petit peu au centre de ce qui se passe dans la montagne. Cette année illustre bien l'importance de cette fédération pour les acteurs et pour les maires en particulier, puisque les maires sont en dernier recours les responsables de la sécurité sur leur territoire. Donc c'est en faire aussi un véritable outil à disposition des maires. Nous avons beaucoup conseillé les maires pendant ces derniers mois. Est-ce qu'ils ont le moral en ce moment? C'est une bonne question. Pour être maire, il faut toujours avoir le moral, sinon vous n'êtes pas maire. Donc oui, les maires, et en particulier les maires de montagne, ont la faculté de s'adapter à beaucoup de situations. Et donc c'est aussi le cas en ce moment. Il faut bien faire avec la situation. Il faut croire à l'avenir, donc le moral reste. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Claude Jay d'avoir été avec nous ce soir.
On poursuit toujours en station. La préfecture rappelle que les mesures sanitaires restent de rigueur sur l'intégralité du domaine skiable. Depuis le début des vacances d'hiver, elle reçoit de nombreux signalements de non-respect des gestes barrières dans les transports en commun et notamment dans les navettes qui mènent aux pistes. Il vous rappelle qu'il faut respecter une distanciation physique minimale, même sous les abribus. Le port du masque reste obligatoire à l'intérieur des véhicules et la jauge maximale de passagers doit être respectée. La préfecture rappelle aussi que l'héliski est toujours interdit. Interdiction également de s'installer et de s'asseoir sur les terrasses des bars et des restaurants. Bonne nouvelle en revanche pour certains centres commerciaux. Les enseignes qui disposent d'un accès sur l'extérieur peuvent rouvrir leurs portes dès aujourd'hui dans les centres de plus de 20 000 m². La préfecture de Haute-Savoie rappelle que cette réouverture doit se faire dans le respect des gestes barrières. Le commerçant qui était en grève depuis 17 jours a publié pour dénoncer la fermeture de son magasin pourra rouvrir dès mardi. Il a mis fin à sa mobilisation aujourd'hui. Nous y reviendrons mercredi dans le journal. On part en Savoie du côté d'Albertville où un nouvel élan de solidarité se joint aux associations d'aide alimentaire. C'est en constatant la pauvreté de ses proches pendant le confinement qu'un Albertvillois a décidé de lancer sa propre structure. Elle remet des bons d'achat à ses bénéficiaires afin qu'ils rachètent des produits frais en magasin ainsi que des paniers garnis. Le mouvement trouve de plus en plus d'adeptes. On écoute Mohamed Frioui, le président de l'association Soutien Solidarité Albertville, au micro de Lorena Bordiec. Avec la crise sanitaire et la crise économique qui pointe son nez, là, on a 5 demandes par jour, donc c'est quand même énormissime. Et en plus de ça, on a laissé dans le chaos pas mal de saisonniers. S'ils ne rentrent pas dans les critères, que ce soit dans la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur, nous, on les prend en charge. La distribution, c'est-à-dire que nous, on est aidé par une épicerie qui s'appelle Discount Marché Albertville, qui nous donne de la nourriture. Ce qui nous donne, et aussi, on travaille avec la Châtelle, c'est-à-dire c'est un restaurant à Eugene qui nous fait des plats chauds pour justement les saisonniers et les étudiants, parce que eux, les saisonniers, ils sont dans leur fourgon, ils n'ont pas spécialement de quoi faire à manger, donc ils préfèrent avoir des plats chauds. À Albertville, toujours, les compagnies de spectacle ne perdent pas espoir. La troupe Au-delà du bleu répète son prochain spectacle au Théâtre du Dôme. Entre danse, cirque et photographie, l'œuvre s'inspire des Wing Sweaters, les sportifs qui sautent du haut des falaises avec un bout de toile sur le dos. Lorena Bordiec a assisté au dernier filage de ce spectacle. Je vous propose d'écouter Jean-Camille Guamard, le chorégraphe de la compagnie. Ces personnes qui pratiquent ce sport souvent sont assimilées à une pratique dangereuse de casse-cou. Et j'avais envie de montrer plutôt une autre image, celle de l'image des personnes qui sont là pour profiter du paysage, travers la montagne pour quelque chose, vivre des sensations extraordinaires et surtout personnelles. Pour moi, ce moment où ces personnes-là, ces pratiquants quittent le sol, de ce moment en suspension, où avant qu'ils rentrent dans la chute, il y a un petit moment comme ça où on a l'impression qu'ils sont juste dans les airs en suspension. L'envie, c'était de pouvoir avoir une structure sur laquelle on puisse diffuser de l'image à 360 degrés pour vraiment avoir un spectacle où les spectateurs soient à 360 degrés, donc pour profiter du spectacle. Donc ça, c'était le premier challenge. Et ensuite, du coup, on s'est inspiré finalement d'un simulateur de chute libre avec cette forme circulaire. Donc voilà, ça reste lié au sport et du coup au vol. Le spectacle devrait avoir lieu les 26 et 27 avril prochains. Tout autre chose maintenant, parlons de la mode. Cette industrie est l'une des plus polluantes au monde. En 2015, les Européens ont ainsi acquis plus de 6 millions de tonnes de nouveaux habits et chaussures selon une étude du Parlement européen. Pour une mode plus éthique, Guillaume Linossier a imaginé une marque de chaussures éco-responsable basée à Annecy. Fanette de Buisson l'a rencontrée. Donc là, c'est une matière qui est faite en bouteilles en plastique recyclé. Donc nous, sur chaque paire de chaussures, on a entre 4 et 5 bouteilles recyclées. Et l'avantage de cette construction, c'est qu'on n'a pas du tout de chute de matériaux. Donc on produit vraiment exactement ce dont on a besoin. Donc ce qui est un vrai avantage par rapport à une construction classique de chaussures.
Et puis voilà, typiquement là on travaille sur une nouvelle matière aussi qui est très innovante et vraiment intéressante, du caoutchouc recyclé, des chaussures broyées à l'intérieur et de la paille. Et là l'objectif c'est vraiment de pouvoir donner une seconde vie à des chaussures et donc proposer à nos clients de nous renvoyer des vieilles paires qu'on puisse réintégrer dans la fabrication de nouvelles. Imaginer, concevoir, fabriquer des chaussures en limitant le plus possible leur impact sur l'environnement. Il y a 5 ans, Guillaume Linossier s'est lancé dans cette aventure-là, à Annecy. L'entrepreneur est à ses débuts hébergé par l'incubateur d'Outdoor Sport Valley. Il lui aura fallu 2 ans de recherche avant de vendre sa première paire de chaussures. C'est soit on identifie des matériaux et des fournisseurs qui pour nous sont intéressants. Donc typiquement c'est ce qui s'est passé avec un fournisseur qui travaille beaucoup avec des algues. Donc aujourd'hui, la plupart de nos chaussures ont des semelles qui sont à base d'algues, où on travaille avec eux sur des sujets d'innovation et eux mettre en place la partie technique du développement de la chaussure. C'est finalement au Vietnam que l'entrepreneur installera sa production. La société réalise aujourd'hui 40% de son chiffre d'affaires en ligne, 60% en magasin, moitié aux États-Unis, moitié en Europe. Alors, on a eu une forte croissance entre 2018 et 2019, donc les 2 premières années. Et 2020 a été une année où il a fallu trouver des solutions pour s'adapter au Covid. Notre 3e année est de loin la meilleure. Et puis on travaille à d'autres projets, avec de la production au Portugal sur des produits assez innovants. Le timing est parfait. Les consommateurs entendent chaque jour parler des problématiques environnementales. De plus en plus souvent du problème de la mode, donc du vêtement et des chaussures. L'objectif cette année, renforcer le commerce en ligne pour faire face à la crise sanitaire et développer sa présence en magasin en 2022 avec toujours les pieds bien ancrés à Annecy. La mouvance éco-responsable se poursuit en Haute-Savoie. Un drive zéro déchet va voir le jour à Thonon-les-Bains, une démarche innovante pour permettre aux consommateurs de s'approvisionner en limitant leur production de déchets. Anastasia Charaf est à l'origine de ce projet. Elle devrait ouvrir son local en avril dans la zone commerciale de Marcla. Pour financer ses derniers achats de matériel, elle a lancé un financement participatif sur la plateforme Mimosa. Victoria Lopez l'a contactée cet après-midi. Elle nous explique comment son drive fonctionne. Toutes les commandes, elles sont conditionnées déjà par nous-mêmes dans le local, dans des bocaux en verre ou des sacs en toile. Vous ne les payez pas, en fait, c'est une consigne inversée. Et quand vous revenez faire votre prochaine commande, vous ramenez vos contenants vides et puis vous bénéficiez en fait d'un bon d'achat de 10 centimes par contenant vide ramené. Et en fait, ça permet de 0 emballage jetable et puis de faire des courses responsables assez rapidement. Moi, je suis issue de la communication et puis en fait, arrivée à la naissance de ma fille, il y a un peu plus d'1 an, je me posais pas mal de questions sur ce que je voulais dans la vie et je suis une grande gourmande, donc tout ce qui était lié à l'alimentaire m'a toujours intéressée et puis surtout tout ce qui était lié à la pollution aussi avec le plastique. Et en fait, je me suis intéressée de près à ce qui se faisait en France et j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube sur la philosophie zéro déchet. Et en fait, des drives zéro déchet qui sont montés en France. Et j'ai trouvé ça extrêmement incroyable. Et je me suis dit, mais il n'y a rien du tout chez nous pour qu'on puisse faire déjà du drive. Et en plus, avec des contenants réutilisables et des épiceries vrac, c'est que au centre-ville. Et pour les gens en périurbain qui, en plus, n'ont pas le temps, je me suis dit, mais c'est le combo idéal. Donc voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Et je me réjouis de pouvoir ouvrir en fait le circuit vert. Et pour soutenir le lancement de son drive, vous pouvez participer au financement sur le site Mimosa à cette adresse. Alerte à la pollution en Savoie et en Haute-Savoie. Les préfectures ont annoncé aujourd'hui que les 2 départements se trouvent en vigilance jaune. Il s'agit d'un passage d'une masse d'air chaud en provenance du nord de l'Afrique, chargée en particules désertiques. Les préfectures recommandent aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20 km/h par rapport aux limitations habituelles. Les personnes à risque comme les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes sont invitées également à limiter les efforts physiques intenses à proximité des axes routiers. En cas de gêne respiratoire, n'hésitez pas à contacter un médecin.
Ouvrons une page sport avec les résultats des mondiaux de Cortina. Le géant s'est achevé ce week-end pour l'équipe de France. Elle a remporté 5 médailles d'or, dont 2 titres. Si Alexis Pinturo était attendu sur le podium, c'est Mathieu Fèvre qui a créé la surprise avec une double médaille d'or. Les tricolores se classent donc 3e derrière l'Autriche et la Suisse. C'est le meilleur résultat collectif de l'équipe de France depuis les mondiaux de Val Gardena, déjà en Italie, où les Bleus avaient ramené 3 médailles d'or et 3 titres. C'est également le top départ du Freeride World Tour ce week-end avec une première étape du côté d'Ordino Arcalis en Andorre. Les Bleus ont déjà brillé sur 3 podiums. Chez les hommes, Maël Olivier décroche la 2e place en ski pour sa première année. Même classement pour Juliette Vilma, toujours en ski, et la tenante du titre triple vainqueur du FWT en snowboard. Marion Herty a raflé la victoire avec un très joli run. Un début de campagne très prometteur. Je vous propose de l'écouter. Je suis super contente, là j'ai fait un joli score pour une fois parce que des fois je gagne et je suis pas forcément contente de ma prestation. Donc là c'est vraiment cool, en plus les conditions n'étaient pas forcément faciles et il y avait moins de neige qu'au Natural Selection. Donc là il fallait se remettre en jambes, se remettre dans le bain du World Tour, c'est encore différent par rapport au Natural Selection. Donc je suis contente, là ça fait plaisir d'arriver avec une première place et on va essayer de garder le rythme pour tout l'hiver. J'avais un peu la pression là, de remettre le pied dedans, après avoir fait une bonne place aux US, j'étais oh là là, j'espère que je vais pouvoir faire pareil, salut toi, sur le World Tour. et c'est cool, je suis super contente. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et on se quitte justement avec ces belles images de Freeride World Tour où les meilleurs riders du monde avaient rendez-vous sur la face du port d'Elret dans la principauté d'Andorre. Une 2e étape aura lieu cette semaine sur ce site car la neige est attendue en abondance. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre magazine Panorama. Cette semaine, Sébastien Germain nous emmène aux Aillons Magéria dans les Bauges. Il a rencontré le directeur du domaine skiable. Il fera le point sur la situation en station. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain dès 18h dans un nouveau journal. Prenez soin de vous.